Bien, on vous a demandé, pour la lecture de notre décision, beaucoup d'attention. Je vais vous en demander une dose supplémentaire, parce qu'il faut bien que l'on ait en mémoire ce que l'on nous a demandé de faire, ce à quoi nous nous sommes attachés, et ce sur quoi nous devons nous séparer. Je crois qu'on avait, pour aller vite, on avait à déterminer les violations des accords internationaux et la persévérance dans ces violations. Alors vous me direz les accords internationaux, mais les accords internationaux, il faut le savoir, c'est ce qu'on a inventé de meilleur, les organismes internationaux, pour justement que la loi soit celle qui doit prévaloir, que force reste à la loi et pour bannir le rapport de force. Donc, il est certain que le respect absolu de ces règles, et c'est pour ça que nous avons travaillé sur ces règles pour les mettre dans ce jugement et vous les communiquer, le respect absolu, c'est le respect absolu seulement qui peut faire prévaloir la paix contre la guerre et la justice contre la force, et bannir le mépris. Mais alors, une fois que nous avons apporté ces preuves, et vous avez entendu ici les preuves dramatiques, tragiques, on en a plein les yeux et la tête de ce qui s'est passé à Gaza et ailleurs, eh bien, une fois que nous avons fait ça, nous sommes bien obligés de dire quel est le résultat. Le résultat, c'est l'impunité. L'impunité totale, une impunité qui est commise dans un silence. Il y a un crime, il y a le crime du silence des organisations internationales. Alors je suis obligée de vous développer les manquements de l'Union européenne et de ses États membres à des règles spécifiques de droit international, ce qui, je vous le répète, le garantit, qui oblige l'Union européenne et ses États membres à réagir aux violations du droit international commises par Israël. Certaines règles de droit international obligent l'Union européenne et ses États membres à agir pour empêcher certaines violations du droit international commises par Israël. Et par exemple, en ce qui concerne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies, je vous en cite un tout petit passage, tout État a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres États ou séparément, la réalisation du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et d'aider l'ONU à s'acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l'application de ce principe. De même, il y a un deuxième texte qui est très important et que l'on connaît moins, qui est le pacte de 1966, qui régit les droits civils et politiques et qui prévoit, je vous en cite une ligne, les États partis sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En ce qui concerne les droits humains, la même déclaration cite, et je cite, « Tout État a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres États ou séparément, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et cela conformément à la Charte des Nations Unies. » Enfin, en outre, il y a un accord d'association relativement récent et qui est important dans notre problématique, c'est l'accord d'association euro-méditerranéen du 20 novembre 1995 et qui dispose que les relations entre les parties, je cite, sont fondées sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques qui guident leur politique intérieure et internationale
et constitue un élément essentiel du présent accord. Alors cette disposition, elle fait obligation à l'Union européenne et aux États membres, elle leur fait obligation de veiller justement au respect de ces droits et de ces libertés fondamentales, et ce respect, le respect par Israël spécifiquement et bien sûr réciproquement. Alors en s'en abstenant, l'Union européenne et ses États membres ont violé cet accord. Et c'est ce que la Cour de justice des communautés européennes a démontré dans l'affaire Brita, qui démontre que ce droit s'applique également aux relations de l'Union européenne avec Israël. Je cite, une partie, cet accord d'association prévoit aussi que celui-ci n'empêche pas, et là je cite, une partie de prendre les mesures qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant le maintien de l'ordre public en temps de guerre ou de graves tensions internationales constituant une menace de guerre ou en vue de mener à bien les obligations qu'il a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ça a l'air compliqué, mais c'est tout simple. Il faut prouver véritablement qu'il y a une menace contre la propre sécurité, mais nous ne voyons pas en quoi d'ailleurs cette possibilité, je dis nous, je veux dire le tribunal, ne voit pas en quoi cette possibilité qui est reconnue à toutes les parties qui ont signé ce pacte pourrait justifier l'abstention de l'Union européenne et de ses États membres et leur permettre de ne pas remplir leur obligation de vigilance à l'égard du respect des droits humains par notre partie, car c'est au contraire le respect de cette obligation qui peut contribuer à maintenir la paix et la sécurité internationale. Alors en ce qui concerne le droit international humanitaire, l'article 1, c'est un article qui est commun aux 4 conventions de Genève qui sont un petit peu la règle, notre règle internationale en cas de conflit, dispose, et je cite, que les hautes parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter ces conventions, et la Cour internationale de justice l'a souligné d'une manière très ferme, très claire dans son avis. Je cite 3 lignes. Il résulte de cette disposition l'obligation de chaque État parti à cette convention, qu'il soit parti ou non à un conflit déterminé, de faire respecter les prescriptions des instruments concernés. Il y a eu un commentaire officiel du Comité international de la Croix-Rouge qui a mis l'accent justement sur le sens, sur la portée de l'article 1er, en disant ceci. Il s'agit d'une série d'engagements unilatéraux, solennellement assumés à la face du monde, représentés par les autres parties contractantes. Et alors, chaque État s'oblige bien vis-à-vis de lui-même, car il a une obligation de respect, mais il s'oblige aussi vis-à-vis des autres de la même manière. Parce que, dit le commentaire du Comité international de la Croix-Rouge, à juste titre, car le motif de cette convention, qu'est-ce qui fait qu'on a signé cette convention, rédigé ainsi cette convention? C'est que le motif est tellement supérieur, il est si universellement reconnu comme un impératif même de la civilisation qu'on éprouve le besoin, comme je le fais en ce moment, de le proclamer. Le besoin de le proclamer autant et même plus que pour le respect qu'on lui porte que pour celui que l'on attend de l'adversaire.